Ok, ben j'espère que vous allez tous bien déjà, que vous êtes tous en forme, que vous n'avez pas de soucis, ni vous, ni vos proches avec ce fameux Covid. Euh, donc l'idée de ce live, c'est vraiment d'essayer à ma toute petite échelle d'être présente pour vous pendant tous les moments voilà, où on va être, enfin où je me trouve assez indisponible. Donc voilà, donc du coup l'idée c'est vraiment que vous essayiez de me poser un maximum de questions que vous pouvez avoir actuellement avec vos loulous. Donc on peut vraiment parler d'éducation, de comportement, on va parler aussi un petit peu du confinement et de ce que ça représente pour nos chiens et s'il y a des choses à faire ou pas. Voilà. J'attends juste encore un petit peu parce qu'il y a l'air d'y avoir pas mal de gens qui commencent à se connecter. Donc voilà, si vous n'avez pas spécifiquement des questions à poser, j'ai toute une liste de questions qu'on m'a envoyées. Donc je vais peut-être commencer par répondre à ces questions-là. Et puis s'il en apparaît d'autres dans les commentaires, et bien à ce moment-là, j'y répondrai aussi. Donc, alors, salut Sylvie, bonjour Isabelle, salut voisin, salut Vincent, bonjour beauté canine, ok, on est pas mal, c'est super, bonjour Marie-Christine, salut Alexandre, ah bah c'est chouette, ça fait plaisir en tout cas de vous voir, je me sens du coup beaucoup moins seule tout à coup. Bon bah c'est cool, c'est cool. Alors, première question qu'on m'a posée, elle a pas l'air. Bonjour Fanny, elle a pas l'air d'être là tout de suite, donc je vais attendre. Je vais regarder par rapport. Ok, donc j'ai une première question qui concerne les chiens réactifs congénères. Donc ça concerne souvent pas mal de monde. Par rapport à la réactivité aux congénères, il faut bien faire la différence entre réactivité et agressivité. Il faut comprendre aussi ce qu'est le mécanisme de réactivité. En fait, la réactivité chez le chien, mais même chez l'humain d'ailleurs, hein, c'est vraiment quelque chose qui est lié à une très forte émotion qui se produit à l'intérieur du chien. Et les émotions, c'est difficilement contrôlable. Donc, quand on parle d'un chien réactif, très très souvent, c'est lié justement à une très forte émotion qui arrive à la vue du stimuli, donc là pour le coup un congénère, et tout le travail que vous allez avoir à faire, en fait, c'est davantage de faire en sorte que le stimuli ne provoque plus cette émotion, plutôt que de vouloir impérativement éteindre le comportement de votre chien. Donc, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est vraiment le principe de la réactivité et penser que travailler uniquement sur le comportement, bien qu'au début on est obligé de travailler sur le comportement, faut commencer par quelque part, ça suffira jamais. C'est comme si on mettait un pansement sur une plaie qui n'est pas soignée en fait. On m'a parlé aussi de réactivité congénère par rapport à un hyperattachement de l'humain. Donc c'est Cindy qui me posait cette question. Je ne sais pas si elle est là ou pas. Je crois pas encore. Euh, je ne crois pas. Cindy, si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Donc la réactivité par rapport à l'hyperattachement, en fait, c'est quand même deux choses très différentes. Donc la réactivité, on vient d'en parler. L'hyperattachement, c'est vraiment un chien qui va avoir du mal à vivre sa propre vie, en fait, sans la présence de son humain. Et c'est deux choses très différentes à traiter. Le problème, c'est que si vous avez un chien qui est à la base, en fait, déjà réactif au congénère, quand il va voir un chien, il va réagir. Vous, humain, derrière, vous allez réagir aussi inévitablement parce que quand vous voyez ça, ça vous met un coup de stress aussi. Et nous, on se tend derrière le chien quand notre chien a une réaction qui paraît agressive en fait. Du coup, sur une relation où il y a un hyperattachement à l'humain, c'est vraiment un cercle vicieux qui va se mettre en place et qui va faire qu'en fait, le chien réagit à son stimuli et à son émotion, et non pas au fait qu'il ait forcément un hyperattachement à l'humain. L'humain réagit à la réaction du chien, le chien ressent la réaction de l'humain,
et en fait on va accentuer la réaction du chien. Donc c'est un cercle vicieux. Donc l'hyperattachement et la réactivité congénérale par rapport à l'hyperattachement, comme ça m'a été demandé, c'est quand même un problème différent à traiter séparément, et en général vous aurez un résultat en ayant créé un programme justement d'entraînement dans ce sens-là. Je fais des petits coucous. Bonjour, salut Alexia. Bonjour Valérie. Ah bah voilà, j'attendais pour répondre à votre question. Ok, donc si Cindy est là et que la question qu'elle m'avait posée et la réponse que j'ai amenée lui a convenu, qu'elle n'hésite pas à me faire signe et puis sinon on verra après. Ok. Et si par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer, vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter hein, et à m'interpeller encore une fois dans les commentaires. Là, l'idée, c'est vraiment qu'on échange ensemble. Moi, j'essaye de partir sur des thèmes par rapport à des questions qu'on m'a posées. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de répondre à vos questionnements à vous. Encore une fois, mon souhait, c'est vraiment d'être là pour vous dans vos soucis avec vos chiens personnels. Salut Julie. Oui, c'est vrai, ça fait un bail. Qui c'est que j'ai pas vu? Hop. Voilà. J'essaie de regarder vos commentaires en même temps, c'est pas forcément évident. Salut Axel. Ok, super. Bah, c'est bien, on est nombreux, c'est super. Pour une première. Alors, je continue avec les questions. Bah, j'ai Sylvie qui est là, Valérie qui est là, pardon. Donc, vous m'aviez demandé quoi faire quand on a un chien qui couine pendant 1 heure et pourquoi il fait ça, et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne recommence pas, ou en tout cas que ça se calme. Alors, ce couinement qui a lieu, alors que c'est vrai que, donc pour l'info, ces chiens dont elle me parle, Valérie, ce sont des chiens qui sont tout à fait dépensés physiquement, qui ont un environnement de vie qui fait qu'il n'y a aucune... c'est pas des chiens qui s'ennuient ou qui manquent d'activité ou quoi que ce soit. Et pour autant, ce chien arrive à se mettre à couiner pendant un certain temps comme ça auprès de ses humains. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a un comportement qui s'installe comme ça et qui dure en plus sur le temps, sur la durée comme ça, c'est que quelque part, involontairement, quoi que vous ayez fait, ce comportement-là, il a amené quelque chose au chien. Donc, il a eu inévitablement une réponse au comportement je couine. Donc, vous, votre réponse, c'est peut-être pas, ça vous paraissait peut-être pas positif, et pour autant, ça a été une réponse. Donc, clairement, connaissant là pour le coup un petit peu le chien, on sait que de sa part, c'est une forme de demande d'attention. Donc, s'il s'est mis à couiner une première fois, ça a dû commencer de toute façon par un petit couinement qui n'a pas duré super longtemps, et vous avez dû réagir, vous ou votre mari, hein, qui a dû réagir et prendre attention, en fait, donner de l'attention à votre chien suite à ce couinement. Donc, dans la tête de Vasco, aujourd'hui, couinement égale attention de mes humains. Et le problème, c'est qu'en fait, à un moment donné, vous avez dû vous en rendre compte et vous avez dû essayer de ne pas répondre à ce couinement et de ne pas y réagir. Le problème, c'est que vous avez dû, en faisant ça, arriver tout doucement à ce qu'on appelle un pic d'extinction. Et en fait, c'est le moment où le chien, il va pousser au maximum son comportement. Et malheureusement, vu que ça dure justement, que c'est long, etc., nous humains, on a tendance à répondre à nouveau à ce comportement-là. Donc en fait, votre chien, il a appris qu'en poussant son comportement couinement à l'extrême, il finirait par obtenir quelque chose. Donc il y a le côté ténacité hein, du chien qui souhaite vraiment avoir un contact avec vous, et le fait que quelque part, à un moment donné, vous avez répondu à ce couinement, et puis aussi que vous avez quelque part, encore une fois, complètement involontairement, mais ça c'est le fonctionnement d'apprentissage du chien, augmenter le critère qui fait que le chien obtient ce qu'il souhaite. Donc là, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là le plus gros du travail, ça va être effectivement de faire comprendre à Vasco que couinement égale rien, mais vraiment rien, c'est-à-dire pas de prise d'attention, c'est-à-dire on ne regarde pas le chien, on ne parle pas au chien, il ne se passe rien, vous devez vaquer à vos occupations, faire comme si de rien n'était. Et à l'inverse, le calme amène le tout. En fait, le calme égale tout, le couinement égale rien, si vous voulez. Donc, le calme doit justement amener votre présence, votre attention, etc. Mais le couinement, au jour d'aujourd'hui, doit soit vous faire disparaître, même à la rigueur, soit carrément
rendre le chien totalement invisible à vos yeux. Et plus... Alors, je lis en même temps, oui, je rouspète, cette réponse doit le satisfaire. Exactement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que très souvent, on pense que le fait de rouspéter, voilà, de gronder le chien, etc., va faire cesser le comportement. Mais en fait, vu que votre chien cherche votre attention, que ce soit en le grondant ou en lui faisant un gros câlin, finalement, la réponse, elle est là. Donc le fait de rouspéter, c'est effectivement une réponse qui doit, malgré tout, le satisfaire. Donc il faut arriver à sortir encore une fois de ce cercle vicieux. Il queen, on fait attention à lui, on le gronde, on le rouspète, voilà, et sortir de ce cercle vicieux là et de rentrer dans un cercle vertueux qui sera plutôt mon chien est calme, il ne me demande rien, je vais lui donner de l'attention. Alors faut pas verser non plus dans l'excès inverse, hein, on va pas aller embêter à chaque fois un chien qui ne demande rien et qui est calme, mais voilà, disons que l'idée générale c'est ça. Est-ce que ça vous apporte une réponse, Valérie? Est-ce que ça vous aide? Ce que vous pouvez faire aussi pour augmenter un petit peu, enfin même pour travailler vraiment sur ce comportement-là, c'est essayer aussi d'identifier, c'est de faire une sorte de relevé de données. C'est-à-dire d'essayer de... Ça peut durer 1 heure sans réaction de votre part. Oui, ça peut durer 1 heure sans réaction de votre part parce qu'on est justement, en fait, vous l'avez entre guillemets amené à son pic d'extinction et là vous avez justement réagi au moment où il a poussé à l'extrême son comportement en fait. Et c'est ce qui fait que maintenant il est persuadé qu'il faut pousser le comportement à l'extrême pour qu'à un moment donné, de toute façon, il ait votre attention. Donc après, ouais, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez essayer aussi de faire une récolte de données, c'est-à-dire essayer de noter à quel moment il fait ça, quelle fréquence, est-ce que c'est plusieurs fois dans la journée, est-ce que c'est une seule fois dans la journée, essayez de voir aussi ce qui s'est passé avant, est-ce que vous avez eu une activité qui était excitante pour le chien avant, ou au contraire, est-ce que c'est au retour d'une balade qui était tranquille, est-ce que c'est quelques heures avant le repas ou quelques minutes avant, enfin du coup quelques heures puisque ça peut durer 1 heure, mais est-ce que voilà c'est à proximité du repas, est-ce que c'est à un moment donné ou très souvent dans un quotidien qui est normal, vous avez une activité avec votre chien normalement à ce moment-là. Vous voyez, plus vous allez récolter des données comme ça, plus vous allez pouvoir identifier les moments où votre chien va réagir comme ça. Et ce qui serait idéal à ce moment-là, et ça je le dis à tout le monde, c'est un conseil qui vaut pour tous les comportements que vous voudrez changer chez votre chien. Plus vous arriverez à anticiper en fait la réaction ou le comportement de votre chien et donc faire en sorte qu'il n'apparaisse pas, plus vous obtiendrez l'extinction de ce comportement. Donc là pour le couinement, si vous arrivez à repérer, si ça arrive à avoir une certaine régularité et que vous arrivez à repérer le moment où votre chien va se mettre à couiner, l'idéal ça va être de créer une occupation avant que le chien déclenche son comportement. Voilà pour ce comportement. Si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas, hein, encore une fois. Hein. Ok. Alors ensuite, j'avais une question de Laure. Alors, je ne sais pas si vous êtes là, Laure. Je sais pas, je ne vois pas. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Donc Laure nous demandait comment faire quand son chien aboie quand il croise des humains. Je lis en même temps vos commentaires, hein, pardon, je me coupe toute seule. Ok Valérie, super. Alors, merci. Direct, mon chien, moi, devient fou quand il voit un autre chien. Il tire sur la laisse, aboie et n'arrive plus à se contrôler tellement il veut aller jouer. Ok, super. Et ben, Lololine, on va en parler. Je vais commencer par l'aboiement sur les humains pour répondre à la question de Laure. Et de toute façon, elle a le même problème. Elle a besoin d'avoir des réponses sur les croisements avec des chiens puisque ça se passe à peu près comme vous. Donc, l'aboiement sur les humains, ce qu'il faut faire, et ça c'est pareil quand on a... Alors, ce qui se passe pour Laure, c'est que son chien en fait aboie, mais pas systématiquement. Donc, il y a des fois, il va croiser des humains, il va rien dire, et des fois, il va croiser des humains, et là, il va se mettre à aboyer sur les humains.
ce qu'il faut déjà dans ces cas-là, c'est vous dire, mon chien va réagir systématiquement à tous les humains qu'il va rencontrer. Il ne faut pas vous dire, je teste, j'attends de voir, attendez, est-ce qu'il va réagir, est-ce qu'il ne va pas réagir, oui, non, non. Il faut partir du principe que tous les humains vont le faire réagir. Ça vous permettra justement d'éviter de mettre votre chien à la faute, puisque vous allez travailler de manière à anticiper sa réaction sur tous les humains que vous croiserez. Et c'est comme ça que petit à petit, on va renforcer un comportement souhaité et qu'on va faire disparaître petit à petit un comportement qui n'aura pas la possibilité d'être émis par le chien. Comment on fait ça? Alors, la première chose, c'est de... Comment dire? La première, pardon, je suis complètement troublée, je m'excuse, ça c'est vraiment la première, mais je suis troublée parce que j'ai des messages qui arrivent, j'ai les directs. Bon, c'est un direct, hein, donc m'en voulez pas. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, comment faire? Alors, par rapport au fait de croiser les humains, ce qu'il faut, dans la première des choses à faire, et alors là pour le coup, vous pouvez vraiment faire la même chose avec un chien qui s'excite sur un autre chien. Donc c'est le même principe. L'idée c'est déjà de repérer quelle est la distance, à quelle distance en fait votre chien va réagir sur le stimulus en fait qui crée sa réaction justement. Donc si on part sur des humains, à partir de quelle distance mon chien va se mettre à aboyer sur l'humain. Alors, imaginons que votre chien, il aboie quand il est à 10 mètres d'un humain. Avant d'aboyer, il y aura eu une distance encore avant où votre chien va prendre en compte le stimulus et se fixer sur ce stimulus. Cette zone-là, donc c'est quelques mètres avant l'aboiement en fait en général. Donc cette zone-là en fait où votre chien prend acte du stimulus fixe mais ne réagit pas encore, ça va être votre zone de travail. C'est-à-dire que c'est la zone où le chien est capable de prendre en compte mais de ne pas réagir. C'est la première chose que vous devez déterminer impérativement quand vous avez un problème de réactivité sur du croisement de chien ou d'humain. C'est la même problématique. Donc mettez-vous à distance, faites des essais. Là pour le coup il y aura des erreurs, hein. Retenez pas votre chien justement pour voir à quel moment il fixe sur son stimulus. Quand vous avez trouvé et déterminé cette zone-là, vous allez vous placer quelques mètres, pardon, je fais un petit coucou à mon fils au passage, vous allez vous placer en fait quelques mètres encore en recul de cette distance-là. Une fois que vous avez fait ça, vous allez recréer une association positive avec la vue du stimulus. Et aussi, ce qu'il faut recréer, c'est une capacité de détachement du chien sur ce stimulus. Donc, c'est-à-dire qu'il soit capable de lâcher l'affaire. Je regarde, ok, je suis capable de lâcher l'affaire et de me reconcentrer sur mon humain, par exemple. Donc, ici, je ne vais pas pouvoir vous expliquer en détail toutes les subtilités et la méthodologie à mettre en place sur comment réagir et quel travail à mettre en place vraiment à ce moment-là. Mais ce que je peux faire, c'est déjà au moins voilà, vous donner les grandes lignes. Donc, c'est gentil, merci beaucoup Lololine. Donc du coup, ces grandes lignes, voilà, ces grands principes, c'est ça. Donc je rentre pas dans le détail parce que ça serait trop long, mais vraiment, en tout cas, trouvez d'abord votre zone de confort, c'est-à-dire la zone où le chien fixe mais ne réagit pas. Je répète, mais j'insiste lourdement parce que c'est vraiment primordial. Deuxièmement, faire en sorte que votre chien soit capable de lâcher de lui-même. Attention, si vous êtes en laisse, vous ne devez pas tirer votre chien pour qu'il vous regarde. C'est votre chien qui doit arriver à prendre la décision de se retourner vers vous en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'on travaille aussi dans ces cas-là avec une longe longue de manière à ce que votre chien ait du débattement et que vous n'ayez pas toujours une laisse qui soit hyper tendue et de manière aussi à ce que vous derrière vous ne donniez pas votre stress à votre chien. Cette zone de confort, elle est confortable pour votre chien, mais elle est aussi très confortable pour vous. Parce que dans les problèmes de réactivité, ce qu'il faut comprendre, c'est que, ok, il faut faire travailler le chien, mais vous, humain, vous avez un gros travail à faire sur vous-même, en fait, au départ. Tous les problèmes de réactivité créent une émotion chez l'humain derrière, et en général un stress et une anxiété sur les prochaines situations. Si vous ne travaillez pas sur vous pour arriver à justement être beaucoup plus détendu face à tout ça, vous allez avoir beaucoup de mal à avoir des résultats avec votre chien en fait. Et c'est pour ça que cette zone de confort, elle est primordiale pour votre chien et elle est primordiale pour vous d'abord, pour vous aussi, d'accord
une fois que vous avez trouvé cette zone, donc on a dit on travaille, on fait en sorte que le chien soit capable de lâcher son stimuli et de revenir sur vous. On va réassocier en faisant du jeu, en donnant des friandises, en s'amusant, etc. avec votre chien de manière à ce qu'il se rende compte que ce stimulus peut passer sans qu'il ait besoin et une nécessité de réagir. Et progressivement, en fait, plus vous allez vous rendre compte que votre chien, il est capable de lâcher, il est capable de revenir sur vous, etc., plus vous allez pouvoir petit à petit, en fait, diminuer la distance par rapport au stimuli. Alors attention, allez-y hyper progressivement, ne sautez pas des étapes, n'allez pas trop vite. Si vous sentez que votre chien il réagit, et ben c'est pas grave, repartez en arrière, surtout prenez votre temps et n'espérez pas avoir des résultats et un passage, je veux dire, de 2 mètres l'un avec l'autre dans les 15 jours qui suivent le démarrage de votre apprentissage. C'est quelque chose qui est très long à travailler, il faut avoir de la patience. Et encore une fois, plus vous allez montrer à votre chien que vous lui donnez de la distance par rapport à son stimulus, plutôt que de vouloir le forcer à croiser son stimulus, plus il vous fera confiance aussi. Parce qu'une autre notion qui est importante dans la réactivité et dans le travail de l'humain sur la réactivité de son chien, c'est la confiance que votre chien va vous accorder. Et un truc tout bête, mais c'est vrai que parfois on veut hyper socialiser nos chiens et du coup on veut les faire rencontrer tous les copains qu'ils vont croiser. Et puis malheureusement c'est souvent en bout de laisse, tendu, etc. Et très souvent pour beaucoup de chiens en fait c'est pas du tout une expérience positive. Et le problème c'est que naturellement ces chiens-là ils auraient plutôt eu tendance à faire un arc de cercle pour s'éloigner du stimuli et puis repasser derrière pour essayer de récupérer un petit peu les odeurs, avoir une première information avant de pouvoir aller au contact avec ce chien-là. Donc si votre chien il se rend compte que vous êtes capable de lui donner cet éloignement justement et cette possibilité d'aller recueillir les odeurs après le passage du chien, il va avoir beaucoup plus confiance en vous puisque vous allez le mettre dans une position qui sera beaucoup plus naturelle et beaucoup plus confortable pour lui. Pardon. Et pour vous aussi d'ailleurs. Donc voilà, donc du coup c'est vraiment des choses importantes à prendre en compte quand on doit travailler un chien en réactivité. Donc encore une fois, je vous donne des grandes lignes, je ne rentre pas vraiment dans le détail, mais c'est vraiment des premières choses déjà que vous pouvez mettre en place et essayer de comprendre que la réactivité de votre chien, elle est liée à une forte émotion et que le but du jeu, c'est de transformer cette émotion. Mais on ne peut pas travailler directement sur l'émotion, donc on va travailler effectivement sur le comportement, la mise à distance et l'association la plus positive possible avec le fameux stimulus. Alors, je vais faire une petite pause pour regarder vos commentaires parce que je crois qu'il y a des questions. Alors, Fanny qui nous demande, j'avais une question concernant la cage pour le transport. Pour le moment, elle est dans le salon et il aime aller dedans. J'aurais voulu savoir s'il faut que je couvre la cage pour qu'il ait moins de stimulation visuelle une fois dans la voiture. Alors, Fanny, pourquoi la couvrir? Est-ce que de manière générale, quand il est dans la voiture, il aboie s'il n'est pas en caisse? Super Loli, le Loline, super. Est-ce qu'il aboie s'il est dans la voiture ou est-ce qu'il réagit, il brasse dans la voiture de manière générale ou pas? Super Vincent, ouais c'est top, si ça avance c'est génial, je suis ravie. Alors, Fanny, oui, il aboie beaucoup. D'accord. Donc c'est un chien qui... Ah bah c'est bien parce que c'était aussi une autre question qu'on m'avait posée. Comment faire quand on a des chiens qui aboient dans la voiture? Donc ça rejoint Marie-Christine. Je crois que vous êtes là par rapport à votre question sur les chiens qui aboient, vos chiens qui aboient beaucoup dans la voiture sur tout ce qu'ils voient passer en fait. Alors du coup, donc pour toutes les deux, alors c'est vrai que ça c'est un problème, hein. La caisse, normalement, donc Fanny, normalement, une fois que le chien est habitué à la caisse, que voilà, c'est devenu un endroit qui lui est très familier, qui lui est agréable, que vous avez associé, que vous avez laissé dans la maison un grand moment, etc. Quand vous allez la passer dans la voiture, logiquement, votre caisse est faite de façon à ce que votre chien... Alors, il y a deux écoles. Il y a des gens qui vont dire il faut que le chien puisse bouger dans la caisse, puisse tourner, etc. Et puis d'autres qui vont dire non, le chien ne doit pas pouvoir se lever. Donc je ne sais pas comment est votre caisse, si il peut se lever ou pas.
Quoi qu'il en soit, même s'il peut se lever, logiquement, de toute façon, la caisse va quand même limiter la visibilité du chien par rapport à l'environnement, et puis ça va l'inciter aussi à se coucher davantage normalement. Donc moi je ferai un essai sans cacher la caisse en fait, sans mettre de couverture dessus, déjà pour voir comment réagit le chien. S'il réagit pas, bah, c'est que ça lui convient, c'est qu'il avait besoin d'avoir un endroit un petit peu plus confiné, un petit peu plus rassurant pour lui et justement avec moins de visibilité. Si vous avez l'impression qu'au contraire, bah, il continue à aboyer beaucoup, si vous avez l'impression qu'il continue effectivement à aboyer et à voir, ça vaut la peine bah, à ce moment-là effectivement peut-être de cacher les côtés de manière à ce qu'il y ait moins de visibilité et donc moins de réactivité aux stimuli qu'il va avoir. Faut comprendre une chose, alors par rapport aux chiens qui aboient en voiture, si vous avez la possibilité de les mettre en caisse, alors encore une fois la caisse ça doit être amené de manière vraiment progressive, comme Fanny l'a fait, donc elle l'a mis dans son salon, le chien s'y est habitué, il y va facilement, il en rentre, il en sort, la caisse doit être ouverte, etc. Si vous avez la possibilité de mettre une caisse dans vos voitures, ça va vous aider, logiquement. Parce qu'encore une fois, ça permet de confiner un petit peu le chien, qui va être moins soumis à tous ces stimuli qui lui passent autour, et donc bah, ça va l'aider à être un petit peu plus calme et détendu. Donc ça, c'est une première chose. Si vous n'avez pas la possibilité de mettre en caisse, donc souvent les personnes qui ont deux chiens ou alors qui ont des voitures qui ne sont pas assez grandes pour pouvoir mettre des caisses, bah, on en revient toujours à ce problème de réactivité. Donc la première des choses, quand on a un problème de réactivité, c'est la collecte des données, encore une fois. Donc ce qu'il faut, c'est que vous observiez vraiment dans le détail et que vous preniez le temps même de noter à quoi réagissent vos chiens. Donc savoir si c'est, je sais qu'il y en a, donc Marie-Christine, je crois que vous m'aviez parlé de poussettes, de vélos, ça va être des vélos, ça va être des marcheurs, ça va être des gens qui vont passer à proximité de la voiture, ça va être des... Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer déjà de faire un listing de tout ce qui fait réagir vos chiens. De voir si cette réaction, elle est systématique, elle est fréquente et qu'elle est systématique. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir comment réagissent vos chiens quand ils ne sont pas dans la voiture par rapport à ces stimuli. Donc, un chien, par exemple, qui a une réaction sur, quand il est dans la voiture, il a une réaction sur les poussettes qui passent à côté, ou pas très loin de la voiture. C'est vraiment intéressant de voir si, quand vous êtes en balade, en laisse, en longe ou en libre avec votre chien et que vous croisez une poussette, est-ce que le chien a la même réaction ou pas que dans la voiture ? Si le chien n'a pas de réaction quand vous êtes en extérieur, il y a de fortes chances que sa réaction en voiture soit liée aussi justement au confinement. Marie-Christine, je reviens sur vos chiens. Vous m'aviez demandé est-ce qu'ils ont peur ? Oui, parce que quelque part, il faut garder en tête qu'un chien qui est en réactivité, son tout premier choix face à une peur, face à quelque chose qui est compliqué, une situation complexe, son premier choix, contrairement souvent à ce qu'on pense, son tout premier choix, ça va être la fuite. Dans une voiture, on est bien d'accord que la fuite, c'est un peu compliqué. Donc, le problème, c'est que votre chien, il voit quelque chose, ce quelque chose, soit par le biais du mouvement, va activer un petit peu son patron moteur de la prédation, et puis du coup, créer une frustration, et du coup, va faire réagir le chien. Soit au contraire, il y a une forme d'appréhension par rapport à ce qu'il est en train de voir. Vu qu'il n'a pas de possibilité de fuite, à ce moment-là, au contraire, il va réagir pour mettre à distance en fait ce qui lui fait peur. Alors il y a deux problèmes par rapport à ça. C'est que quand il répète cette réactivité-là, c'est-à-dire que votre chien, il va faire l'expérience que le comportement j'aboie, je m'excite dans la voiture, fait disparaître le stimuli. Donc c'est-à-dire que, imaginons, on revient à notre poussette ou même à un vélo, quand le chien va aboyer, la voiture dans laquelle il se trouve, elle avance, et le vélo, il avance aussi, donc il va disparaître le vélo. Et en fait, le chien fait l'expérience que quand il réagit, le stimulus qui le faisait réagir disparaît en fait. Et il ne prend pas forcément en compte le fait que c'est la voiture dans laquelle il est qui fait que ça avance, mais plutôt que c'est sa réaction à lui qui a fait disparaître en fait le stimulus. Donc, c'est hyper compliqué parce que votre chien, il pense qu'il doit réagir. Donc du coup, il apprend son comportement et il le répétera de plus en plus si vous faites rien.
Marie-Christine, je reviens sur vous aussi par rapport au... Vous avez 2 chiens. Pareil du coup pour Valérie. Là, vous n'êtes pas aidé non plus parce que vous avez un effet de groupe. Et du coup, ce qui fait réagir l'un va faire du coup réagir l'autre. Et encore une fois, vu qu'on est dans un espace un petit peu confiné, les chiens vont être encore un petit peu plus réactifs. Donc du coup, en général, il y a un effet de passage de stress d'un chien à l'autre. Et du coup, ça engraine encore plus le problème. Donc, comment faire, quoi faire? Comme je vous dis, première chose à faire, c'est récolte des données, comprendre ce qui fait réagir votre chien, dans quelle situation, comment, etc. Vérifier qu'il ne réagisse à ces stimulus que dans la voiture et pas à l'extérieur. S'ils réagissent à l'extérieur, vous allez devoir faire le travail dont on a parlé juste avant quand je vous ai parlé de la réactivité sur l'humain ou sur le chien. Donc vous allez devoir faire le même travail avec ça. S'il n'y a pas de réaction à l'extérieur, on est bien sur une notion de stress du chien parce qu'il est dans la voiture. Alors, il y a un système qui est pas mal pour travailler là-dessus, parce que c'est vrai que travailler un chien dans sa voiture quand on conduit, c'est juste hyper dangereux et hyper compliqué à faire. Donc, je déconseille complètement, c'est clair, vous ne pouvez pas faire les deux et vous concentrer sur la route et travailler votre chien qui vous hurle dans les oreilles ou qui s'excite derrière. Donc, toujours pareil, quand vous avez un problème comme ça, il ne faut jamais essayer de fuir le problème parce que ça ne vous aidera pas, ou d'éviter le problème, prendre toutes les routes de campagne que vous allez trouver pour éviter de vous retrouver face à des stimuli que vos chiens n'aiment pas. Il va falloir au contraire vous confronter aux situations, mais le truc ça va être de scénariser ces situations-là. C'est-à-dire que vous allez mettre toutes les chances de votre côté cette fois pour pouvoir être en totale capacité d'interagir avec votre chien. Alors moi je trouve qu'il y a une méthode qui est pas mal, c'est d'aller vous mettre sur des parkings de grande surface. L'avantage c'est que on a beaucoup de passages, on a des chariots qui rappellent un petit peu des poussettes, on a des individus de tout âge et une population vraiment diverse, que ce soit des enfants, des adultes, parce qu'il y a des chiens qui vont réagir sur des adultes ou sur des enfants mais pas sur des adultes, etc. Donc vous allez vous retrouver face à une population vraiment assez représentative de ce que vous croisez dans la vie. Donc l'idée c'est que vous allez vous mettre dans ce parking, on va faire exactement le même travail que pour la réactivité, c'est qu'au départ on va partir du postulat que votre chien il va réagir sur tout ce qui va passer dans son environ de la voiture, dans ses environs de la voiture. Et donc vous allez vous mettre au tout départ le plus loin possible de l'activité du parking, c'est-à-dire vraiment à l'extrémité la plus vide du parking où vos chiens ont quand même un visuel. C'est pareil, essayez de tester, encore une fois, garez-vous à un endroit, voyez comment réagissent vos chiens, ils s'énervent, ils s'excitent, ils aboient, c'est trop près. Reculez, allez vous garer un petit peu plus loin. Là, vous voyez qu'ils observent, mais qu'ils ne sont pas encore dans la réaction. C'est le moment de travailler, c'est l'endroit où vous pouvez travailler. Donc à ce moment-là, on va faire le même travail, c'est réassocier en fait la vision de ces stimulus qui les font réagir à quelque chose de positif. Et comme je vous disais que vos chiens ont fait l'expérience du comportement j'aboie, je m'excite, mon stimulus disparaît, il faut qu'ils fassent l'expérience, répétée, et avec un ancrage émotionnel hyper positif, comme quoi je réagis pas, le stimulus disparaît quand même. C'est-à-dire que si mon chien il est calme dans sa voiture, et en fait, il va faire l'expérience que, parce que justement vous allez le travailler, etc., vous allez lui donner des friandises, vous allez l'occuper avec quelque chose, et il va se rendre compte que le stimulus, il part quand même, même si lui, il n'est pas en réaction en fait. Et c'est cette expérience-là qu'il doit faire plusieurs fois. Alors attendez, et oui, dur avec 2 chiens et réaction que dans la voiture, à part en balade en laisse, réaction seulement avec d'autres chiens. Balade en laisse, réaction sur les poussettes aussi en laisse ou juste avec les autres chiens? Donc oui, donc je continue dans l'histoire. Donc on est d'accord on va essayer de travailler justement sur ce côté donc apprentissage, je vais y arriver. Hein. Apprentissage du comportement, je ne réagis pas, le stimulus disparaît. C'est ce que vous devez travailler. Alors quand vous avez 2 chiens, c'est effectivement hyper compliqué et moi je vous conseille vraiment au début de travailler vos chiens séparément. Alors j'ai complètement conscience du temps que ça prend, de toutes les démarches qu'il faut faire, etc. Mais si vous voulez du résultat, à mon avis, vous avez vraiment intérêt à travailler un chien par un chien. Parce que vous allez avoir des ratés forcément. Les 2 chiens individuellement vont avoir des ratés, seulement ils vont avoir des ratés qui ne sont pas sur les mêmes stimulus en fait. Donc du coup, ils vont engrainer l'autre chien quand même à chaque fois. Donc l'idéal, c'est vraiment
d'essayer de travailler vos chiens un par un dans ces situations-là. Alors vous me dites juste avec les autres chiens, la réactivité. euh, donc à ce moment-là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que justement, vous pouvez favoriser et renforcer le bon comportement de non-réaction sur les passants et les poussettes. Quand vous êtes en laisse et quand vous vous promenez en fait, sans voiture, hein, je veux dire. Mais plus vous allez renforcer ce bon comportement de calme en fait avec le chien, avec le stimulus, plus votre chien il va faire encore une fois une association plus positive avec ce stimulus qui le fait réagir dans un endroit où il est confiné en fait. Donc si chaque fois qu'il n'est pas confiné, qu'il passe à côté et qu'il se dit waouh c'est fun, chaque fois que je croise une petite poussette, il me pleut de la saucisse sur la tête par exemple, alors que j'ai rien fait du tout, c'est merveilleux, le stimulus il disparaît et j'ai un ancrage émotionnel qui est super positif par rapport à la poussette. Et après l'idée c'est de faire exactement la même chose, ce même travail là, mais dans votre voiture en fait. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous expliquer? Encore une fois, je fais un petit peu des raccourcis. J'essaie de vous donner quand même un max d'infos, mais bien entendu, il faudrait être un peu plus précise. Alors, Alexia, que faire quand un chien ne peut pas en voir un autre en peinture? Il se met dans un état émotionnel très fort, il se jette sur le balcon ou les portes, grogne et est tendu. Il met énormément... attends. Il est tendu, il met énormément de temps à redescendre. Si on le prend, il pousse de gros gémissements tellement il est contracté. Rien ne compte à côté et même à l'extérieur, il réagit pareil. Il serait détaché, se jetterait sur ce chien, ça c'est sûr. Ok. Euh, Alors, Alexia, je reviens à ta question. Je réponds juste à Marie-Christine pour clore sur l'histoire des aboiements en voiture. Voilà, ouais, avec un seul chien, c'est mieux, ils n'ont pas du tout la même réaction. Voilà, donc ça vous aurez du mal à vous soustraire à cet effet de groupe quand il y a une réactivité. Il faut savoir que les chiens vraiment se passent le stress, hein, c'est exactement comme nous, hein, vous avez un individu stressé à côté de vous, vous le ressentez hein, de toute façon. Donc les chiens, ils vont être encore plus dans la subtilité des émotions. Et si l'un des loulous sent l'autre stressé, ben voilà, vous allez vous compliquer la vie. Donc du coup, vraiment, essayez de travailler vos chiens un par un. Et quand vous sentez que les choses sont bien calées, à ce moment-là seulement, ben, essayez de retravailler les deux en même temps en fait. Voilà. Alors, donc je relis ta question. Que faire quand un chien ne veut pas... Alors Alexia, ce chien, il réagit sur un seul chien ou de manière générale quand même sur tous les chiens? Parce que là tu me dis, il ne peut pas en voir un autre en peinture. Donc comment il se comporte avec les autres chiens de manière générale? On redescend, si on prend une pousse de gémissement. Et puis, est-ce qu'il réagit avec ce chien uniquement sur le balcon ou partout où il le voit? Euh, Vu qu'encore une fois, c'est une première en attendant la réponse d'Alexia, est-ce que le fonctionnement vous convient de ce qu'on est en train de faire? Est-ce que je continue comme ça à répondre à vos questions? Ça vous convient? Si c'est ok, mais mettez-moi simplement des petits pouces bleus, me dire si ça vous convient comme format, si les conseils vous aident, et puis si c'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre des petites réactions aussi dans les commentaires, à me dire ce que vous souhaiteriez que ça se passe, oui, comment ça se passe, quoi, comment vous souhaiteriez que ça se passe, pardon. Ok, bah ça a l'air d'être bon. Génial. Alors, hop. Coucou Raphaël. Alors, Alexia, oui, c'est Nuki. Il réagit. Ah, c'est Nuki. Il réagit sur le jack qui passe. Et il réagit contre lui partout. Oui, parfait, super. Merci Kezia. Alors, hop. Alors oui, donc d'accord, donc c'est un seul chien parce que alors pour expliquer, Nuki c'est un chien qui de manière générale est très sociable avec les autres chiens. Il a une, tu me dis si je me trompe, hein, mais il a quand même, il a tendance à aboyer quand il peut pas aller les voir, donc il a une forte frustration quand il est en laisse et qu'il peut pas aller les voir de manière générale. Par contre, une fois qu'il les voit, il est top. Quand tu dis que sur le jack qui passe, donc c'est sur ton balcon, donc le chien est sur le balcon, il réagit, donc là il se met dans tous ses états et c'est très compliqué de le faire redescendre. Et ça ne se produit que sur ce jack là. Il n'y a aucun autre chien qui le fait réagir de cette manière s'il passe en dessous sur ton balcon.
Ok Valérie, ouais, tout à fait, voilà. En fait, c'est tout l'intérêt de ce live, c'est comme vous le dites très bien, c'est bien d'avoir un regard sur d'autres problèmes proches des nôtres. C'est vraiment l'idée, voilà, parce qu'en général, quand on est en groupe, voilà, on soulève des problèmes qu'on n'a pas forcément directement nous, mais qui au final sont très proches et se résolvent souvent de la même manière. Donc ça, c'est vrai que c'est cool, c'est ce côté sympa. Alors, Alexia, tu nous dis le Jack de mes voisins. Les deux ne peuvent pas se piffer et pourtant ils ne sont jamais côtoyés, donc pas de mauvaise expérience. Et donc oui, c'est ça. Ok. Ok, alors, bah, c'est pas évident. C'est vrai que si il réagit comme ça, alors si les chiens ne sont jamais croisés, faudrait savoir déjà si l'autre chien il est sociable ou s'il ne l'est pas. Euh, Après, de toute façon, il faut. Alors, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que à partir du moment où votre chien il est en réaction, et là, encore une fois, ça va être la même réponse pour les problèmes de croisement de chiens, de croisement d'humains, de réaction sur des poussettes, de chiens qui poursuivent des voitures, etc., etc. Chaque fois que votre chien il est entré dans sa réaction, en fait, vous pouvez plus rien à ce moment-là. C'est pas la peine d'essayer de raisonner votre chien, parce qu'à ce moment-là, c'est terminé. Lui, il a fermé les écoutilles, il est en mode survie à ce moment-là, et donc tout ce qui va fonctionner dans son cerveau, c'est tout ce qui est lié à la survie, et vous en faites pas partie à ce moment-là. Donc ça sert strictement à rien. C'est d'ailleurs pour ça que ça sert strictement à rien d'engueuler comme du poisson pourri son chien à ce moment-là, parce que de toute façon, il n'est pas du tout connecté à vous, donc ça aura aucun impact, mais strictement aucun impact. Et ça sert à rien non plus d'essayer de vouloir le faire changer de comportement à ce moment-là. Vous n'aurez pas accès à votre chien. Et rester sur place, essayer de lui faire quelque chose, de lui dire quelque chose, etc., ça ne vous aidera pas. Donc si on reprend ton exemple, Alexia, bah, c'est clair que si tu laisses ton chien sur ton balcon à ce moment-là et que quand le chien passe et que tu essayes de le calmer alors qu'il est en transe, tu n'y arriveras pas et c'est pas dû à Nuki, c'est tous les chiens du monde qui vont réagir de la même manière. Donc la seule chose que tu peux faire de toute façon dans ces moments-là, c'est prendre ton chien et le sortir de la situation le plus rapidement possible en fait. Mais le prendre, pas lui demander de venir, pas voilà, parce que encore une fois, il t'entendra pas. Le laisser se détendre. Alors, c'est aussi un conseil que je te donne, c'est peut-être si c'est du voisinage, enfin, on est tous pareils, hein, on a tous nos horaires de travail, etc. Donc on a quand même des habitudes et des horaires de balade qui sont assez réguliers. Donc est-ce que tu peux faire en sorte de relever les heures où ce chien il passe sous ton balcon et dans un premier temps, de toute façon, ça va être d'essayer d'éviter de mettre ton chien en contact avec ce visuel-là. Deuxième chose, tu vas essayer, une fois que tu sauras les heures de passage en fait de ce chien, de la même manière, tu vas essayer de travailler ton chien à distance, c'est-à-dire il ne faut pas le laisser aller sur ton balcon, il faut par exemple le laisser à l'intérieur avec un visuel sur le chien. Et quand ton chien il est en réaction, à ce moment-là, tu le retires aller en arrière encore pour trouver aussi sa zone de confort. C'est-à-dire qu'il aura en tête le stimuli, tu vas le reculer et progressivement tu vas l'avancer de nouveau vers cette porte-là. Mais en tout cas, ça sert à rien. Ne perds pas ton temps à essayer de faire stopper ton chien quand il est en train de réagir. Parce que là, tu n'obtiendras rien de plus. Après, nos chiens, ils ont leur tronche. Hein. Il y a des chiens qui ne peuvent pas se piffer, voilà, exactement. Il y a des chiens avec qui ça passera jamais. Hein. C'est pareil, c'est comme nous. Hein. Des fois, c'est compliqué. Euh, donc, tu as deux solutions. Le problème, c'est que soit ils sont partis sur une mauvaise base et en fait, chacun défend un petit peu son territoire et vu qu'ils sont très proches l'un de l'autre, ça le fait pas. Et peut-être que s'ils se rencontrent sur un territoire qui est totalement neutre, donc en balade vraiment loin des maisons, loin de votre maison, de la sienne et de la tienne, peut-être que à ce moment-là, les réactions seront différentes. Ils auront une réactivité et l'approche sera pas cool parce qu'ils se reconnaîtront, hein, y a pas de souci, ça c'est sûr. Mais voilà, ça vaut peut-être le coup de voir si justement de faire côtoyer ces chiens à distance, hein, on va pas les faire se dire bonjour directement comme ça, mais de les faire se côtoyer à distance, est-ce que ça aurait pas est-ce que ça aiderait pas petit à petit à faire en sorte que vos chiens, justement, ils aient moins, en tout cas ton chien, il ait moins de réactivité sur ce chien-là. Donc, encore une fois, on va utiliser la distance. Et là, ce que tu peux faire aussi, c'est justement utiliser un lieu qui est neutre. Voilà. Parce que là, je pense qu'il y a aussi un effet par rapport à son chez lui, quoi. Ok, je mets le doigt sur mon écran, je suis désolée, c'est pour faire défiler vos commentaires. Alors,
Ouais, je vous ai croisé en balade. Lololine, je vous ai croisé en balade avec mon glu. Ah oui, il y a 2 jours là, peut-être bien, je vous ai aperçu de loin un petit chien qui aboyait, mais j'ai pas fait le rapprochement. Ah ouais, d'accord, ah bah c'est dommage, j'aurais dû m'arrêter. Bon bah super, et bah belle journée à vous aussi et puis plein de bonnes choses. Alors, Alexa, tu me dis c'est Jack, les deux ne peuvent pas se piffer. Ok. Ok, donc Alexia, voilà ce que je peux te dire déjà par rapport à cette problématique-là. Ce matin, j'ai pris dans les bras, je suis obligée de le. Bon, il a mis 30 minutes à redescendre. Quand on est à l'extérieur, les deux se prennent la gueule à 200 mètres. Bah, s'ils se prennent la gueule à 200 mètres, faut que tu le travailles à 300 mètres. Parfois c'est ça, hein. Et après, si c'est trop compliqué à mettre en place, il y a aussi, tout à l'heure je vous disais, il faut éviter faut éviter d'éviter les situations compliquées, mais plutôt essayer de comprendre comment les travailler. À toi de voir si c'est possible de mettre en place tout ce travail-là, et donc de travailler les deux chiens à 300 mètres l'un de l'autre si c'est nécessaire. Tu commenceras par là, de toute façon. Il faut commencer par un moment où ton chien est capable de retrouver son cerveau. S'il a mis 30 minutes à redescendre, c'est que ça le met vraiment dans un état phénoménal. Alors, Nuki, on sait qu'il a aussi de grosses émotions, il a des émotions fortes facilement. Euh, Tu peux peut-être l'aider aussi en parallèle en essayant de bien retravailler plein de petits exercices d'autocontrôle, de maîtrise de soi, de détente, des exercices qui lui apprennent aussi à être tranquille, etc., etc. Ça sera un bon parallèle, on va dire. Ok, j'avance un petit peu. Alors, j'ai vu. Alors, Poppy. Bonjour. Alors, Poppy, notre Westie, aboie dès qu'il y a des animaux à la télévision. Comment faire pour lui faire comprendre qu'ils ne sont pas dans la pièce et donc qu'il n'a pas besoin de se défendre? Alors, en fait, vous avez tous des soucis de réactivité, hein, c'est quelque chose qui revient quand même très très souvent. Par rapport à la réactivité sur les choses comme ça, donc il y a des chiens qui vont être plus ou moins réactifs sur un petit peu tout. Ça vient de la sensibilité du chien, ça vient de chiens qui sont en général pas très sûrs d'eux, qui sont un petit peu tendus, flippés, etc. Donc ils vont avoir des réactions assez fortes sur un petit peu tout leur environnement. Poppy, elle est toute jeune, hein, donc elle est en pleine sociabilisation aussi, donc elle apprend. Euh, Encore une fois, le meilleur moyen, c'est vraiment comment dire, la réassociation positive avec ce qu'elle voit et ce qu'elle entend surtout. En général, c'est surtout le fait d'entendre les animaux aussi qui font réagir. Donc, encore une fois, si vous la laissez aboyer, elle va penser que son aboiement, parce que c'est des aboiements ce qu'on appelle de mise à distance, elle va penser que ces aboiements, ce sont ces aboiements qui vont faire partir et disparaître les animaux de la télé en fait. Donc il faut qu'elle apprenne que le calme, le comportement je ne m'excite pas, je regarde, fera disparaître de la même manière ce qu'elle voit ou ce qu'elle entend à la télé. Pour ça, il faut créer une occupation en fait pour votre chien. Donc soit vous lui donnez à ce moment-là, enfin alors c'est pareil, hein, on peut scénariser ce genre de choses. Vous pouvez tout à fait vous dire, ok, je télécharge sur internet comment dire, je ne trouve plus le mot. Enfin, vous téléchargez une bande son, je vais y arriver, une bande son animaux ou des choses comme ça, et puis vous la passez à côté de votre chien. Et pendant ce temps, par exemple, vous pouvez lui donner un objet masticatoire, qu'elle soit dans une activité masticatoire. L'activité masticatoire, c'est vraiment, encore une fois, quelque chose d'hyper apaisant pour le chien. Donc, si vous lui donnez un objet sur lequel elle va pouvoir justement un petit peu passer cette inquiétude, etc., et donc se rendre compte que le fait de ne pas réagir fait quand même disparaître les bruits, et même si les bruits ne disparaissent pas, qu'il ne se passe rien et que les animaux n'apparaissent pas dans sa maison, et ben, si vous répétez ça régulièrement, la chienne elle va se rendre compte qu'effectivement, ben, il n'y a pas nécessité de réagir. Donc encore une fois, c'est lui donner l'opportunité d'avoir un comportement différent de celui de l'aboiement en fait, et qui aura la conséquence souhaitée par le chien. Donc là, pour le coup, que l'animal n'apparaisse pas dans la maison. Donc soit un objet de mastication, on en avait parlé, je crois que vous aviez le Kong, dans lequel vous mettez des petites choses sympas à manger, soit pendant que les bruits défilent, vous lui faites des petites pistes de flair, de manière à ce qu'elle trouve des petites choses chez vous et qu'elle se mette dans son flair plutôt que dans l'excitation. Et en fait, elle va être capable d'entendre ces bruits et de réassocier à des activités qui sont apaisantes et agréables pour elle en fait. Voilà.
Vous me dites si c'est bon, si ça répond à votre question. Ok. Alors, tac. Je regarde une question. Alors, Madame Doucet, est-ce que c'est la question à laquelle je viens de répondre? Ok, Alexia, pas de souci, avec plaisir. Oui, Madame Doucet, si vous pouvez juste me dire si j'ai répondu à votre question, puisque vous me dites que vous l'aviez posée, est-ce que c'est celle-là? Alors ensuite, merci pour vos conseils, cela va m'aider pour Pocket. Génial, super, je suis ravie. C'est top. Alors, bonjour Fabienne, j'ai bien écouté vos conseils sur les chiens des voisins car j'ai le même problème avec Jaya. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle, Spitz le japonais blanche qui courait après les voitures. Bien sûr que je me souviens de Jaya, bien sûr. Merci pour cette vidéo, c'est super. Eh ben tant mieux, super. Ben, c'est vraiment le but, génial. Si ça a pu vous aider, Madame Doucet, très bien, merci. Top. Alors j'ai un truc à côté qui me dit tu devrais créer une chaîne YouTube. Oui, je suis en train d'y penser. Madame Vankiri, bonjour. Comment allez-vous? Ok, super. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, si jamais j'ai oublié quelqu'un, n'hésitez pas à reposer votre question, hein, parce que des fois, je vois pas tout ce qui passe sur le côté. Je regarde si j'ai répondu à toutes les questions qu'on m'avait posées par mail. L'aboiement voiture, on en a parlé. Alors, j'avais... Ah oui, non. Alors, j'ai une autre question qui concernait, qui m'a été posée par Amandine, donc je ne sais pas si elle est là ou pas. Enzo vous écoute et il demande beaucoup d'attention. Mais il a beaucoup d'attention. Donc, le chevauchement. Oui, on m'a demandé ce que signifiait le chevauchement entre chiens. Donc, c'est une personne qui a deux chiens, un mâle et une femelle, d'ailleurs la mère et le fils. Et donc le mâle en fait a tendance à chevaucher les autres chiens qu'il rencontre en balade par exemple. Donc c'est pas un chien agressif, c'est pas un chien qui réagit mal avec les autres chiens, hein, il est cool, mais pas ah bonjour Amandine. Mais du coup il a tendance à chevaucher les autres chiens quand il est dans le jeu en fait. Ça lui arrive aussi que sa femelle, donc la mère en fait, chevauche le fils. Donc la question était de savoir quel était en fait comment on pouvait traduire ce comportement-là. Donc le chevauchement, il peut être traduit de différentes manières, mais là dans ce cas-là, quand c'est souvent quand ça se produit lors d'un jeu ou d'une interaction entre chiens, très souvent en fait c'est lié à une très forte excitation du chien. Et elle va se traduire, voilà, il y en a qui vont aboyer comme des dingues, il y en a qui vont courir comme des fous, et il y en a qui vont avoir tendance à chevaucher. Je sais pas, Amandine, si votre chien il a tendance à chevaucher autre chose, des objets, ou vous, la jambe, ou des choses comme ça déjà, de manière générale. Euh, pardon, j'ai des infos qui arrivent de partout. Je crois que j'ai des gens qui me parlent par Messenger et par SMS. Je suis désolée, je ne peux pas voir vos messages en fait, parce que je suis sur mon téléphone et du coup, je ne peux pas voir les messages pour l'instant. Je regarderai tout après, hein. Donc oui, est-ce que votre chien chevauche de manière générale sur d'autres choses ou pas? Quoi qu'il en soit, très souvent, voilà, faut pas, c'est pas en fait c'est pas forcément un comportement sexuel. Euh, Très souvent, voilà, des chiens qui vont être très très excités par un jeu ou une situation, ou justement parfois qui sont non jamais d'objet ni d'humain. Ok, donc c'est vraiment par rapport à son rapport aux autres chiens. Alors on sait aussi que c'est un chien qui est plutôt peureux, hein, je pense qu'on peut le dire. Il est assez inhibé, il a quand même des peurs, mais plutôt sur l'humain, le chien dont on parle là actuellement. Mais donc ça veut dire que c'est un chien de manière générale qui monte très vite en émotion et qui a très vite des émotions fortes en fait, justement intenses aussi. Donc du coup, quand il se retrouve avec d'autres chiens, je pense que c'est pareil, l'émotion elle est forte, elle est intense. Euh, L'émotion elle est intense et du coup, eh ben, ça se traduit par le chevauchement en fait. Du coup, c'est pas, encore une fois, c'est pas forcément sexuel, surtout si votre chien chevauche rien du tout d'autre de manière générale, c'est vraiment lié à l'excitation. Après, il y a des chiens, par contre, un chien qui va chevaucher à longueur de journée tous les objets qui lui passent par les pattes, les individus, humains, chiens ou n'importe quoi, bestiole que ce soit, là, en général, on a soit un comportement qui est devenu un TOC en fait, donc qui est addictif et le chien a besoin de le répéter systématiquement, et là, il y a un vrai problème comportemental
qu'il faut essayer de résoudre. Soit on a un chien qui est hyper sexué, et à ce moment-là, c'est pareil, il faut voir si ce qui est intéressant de faire. Moi, je suis pas pro-castration à bloc du tout, hein, mais par contre, c'est vrai que sur des chiens qui chevauchent beaucoup, tout le temps, la castration, pour le coup, a un effet plutôt bénéfique. Voilà. Après, encore une fois, je suis vraiment pas pro castration, pardon, mais voilà, sur ce point-là, d'expérience, par retour client, etc., il y a effectivement un impact. Mais en tout cas, Amandine, dans le cas de ton chien, c'est pas le cas. C'est pas ce genre de choses-là. Donc pareil, et c'est pour ça, juste pour finir là-dessus, on peut être étonné de voir des femelles en fait avoir ce comportement-là. C'est absolument pas chose rare de voir ça, hein. Moi j'ai une petite chienne, ma petite Maya pour ceux qui la connaissent, si elle joue vraiment et qu'elle s'excite, au bout d'un moment elle va avoir tendance à le faire parce que bah voilà, elle monte et du coup ça sort comme ça en fait, hein. Voilà. Voilà pour le chevauchement. Ah oui, et puis, oui, quand même pour finir vraiment, pour certains chiens, en fait, pour certains chiens, ça peut, mais c'est beaucoup plus rare, hein, en fait, hein, sur tout ce que j'ai pu voir comme chien, et je commence à en avoir déjà vu plutôt pas mal, mais pour certains rares cas, ça peut être un besoin de supériorité d'un chien sur l'autre. Voilà. Mais très souvent, la majeure partie du temps, c'est souvent un excès d'excitation. Voilà. Ok. Oula, ça se... Il y a plein de choses qui sont écrites. Du coup... Merci pour ce live. Alors, c'est une bonne question car Mika chevauche aussi Cookie et Ananda. Merci pour ce live. Super. Ouais, bah donc voilà. Donc même oui, connaissant Mika, je pense que c'est effectivement beaucoup lié à l'excitation aussi, hein. Après, l'idée, c'est de pas laisser faire le chien, voilà, mais c'est pas de le gronder non plus. De toute façon, plus vous allez mettre euh, de force d'extinction sur un comportement, plus vous risquez de lui donner de l'importance. Donc l'idée dans ces cas-là, c'est toujours d'amener votre chien à faire autre chose, mais de manière hyper naturelle. Ne marquez pas en lui disant non, stop, arrête, machin. Ça va plutôt être, hop, voilà, on va pousser le chien un petit peu si c'est nécessaire, et on l'emmène sur autre chose pour faire autre chose, en fait, hein. Voilà. Ok. Véronique, merci pour ces bons conseils. Bah, de rien, avec plaisir. Est un signe de... Donc, je pensais que le chevauchement était un signe de dominance. Encore une fois, vraiment pas forcément et vraiment pas dans la majorité des cas en tout cas. Amandine, ok, merci. Donc, ça ne sert à rien d'intervenir. Bah, je viens de vous répondre. Donc, voilà. On intervient, si, mais en délicatesse et un petit peu l'air de rien, quoi. Ok, donc ensuite, je revérifie que j'ai pas oublié de questions. Alors Francis qui me dit merci beaucoup pour toute votre attention, mais par chance, à part qu'elle mange trop et que cela est de ma faute, je n'ai aucune question. Prenez soin de vous et bonne journée. Eh ben, super Francis, c'est génial d'avoir que ce problème-là. Et ben merci beaucoup et vous aussi prenez bien soin de vous, hein. Alors du coup, on continue. Alors dans les questions, ah oui, j'avais aussi Amandine qui me demandait si creuser était un besoin essentiel. Alors oui, quelque part, oui, quand même, moi je trouve. Ouais. Après, là, c'est une réponse qui est un petit peu personnelle, je pense. Mais en fait, pour moi, elle a deux intérêts, le fait de creuser. Euh, je trouve que le chien, il répond à son besoin de prédation aussi, hein, ça reste un carnivore à la base, hein, faut pas l'oublier. Et donc, le fait de sentir une taupe et puis de faire un trou et de creuser un tunnel jusqu'à l'Australie de l'autre côté, on voit qu'il y a quand même vraiment un réel plaisir chez le chien, quoi. Donc je trouve ça super dommage de ne pas le laisser faire. Petite parenthèse, sachez que justement pour les chiens qui ont tendance à ravager les jardins et à faire des trous de partout, plus vous les laisserez faire en fait quand vous êtes en balade à l'extérieur, moins ils le feront chez vous, contrairement à ce qu'on pense. Parce que justement, ils pourront défouler ce besoin ailleurs. Et si vous leur interdisez à la maison, il n'y aura pas de souci, ça se fera en fait automatiquement. Parce que ce besoin est assouvi à l'extérieur. Donc c'est pas parce qu'on a un chien qui creuse dans son jardin qu'il faut lui interdire de creuser à l'extérieur, bien au contraire. Et puis le deuxième intérêt que ça a, le fait de creuser, c'est un intérêt physiologique, mine de rien. Je vous prends l'exemple de mon jet qui a été très très malade ces derniers temps.
qui a perdu énormément de poids et qui a perdu surtout toute sa musculature, qui n'était pas rien à la base, hein. Et du coup, quand on est à l'extérieur, donc là on travaille tranquillement à recréer sa musculature. Donc moi je suis davantage axée sur un travail naturel avec les obstacles de l'extérieur, etc. Je fais pas spécifiquement de la proprioception à la maison. J'en ai fait quand il était petit, etc. Mais là, pour le remuscler, j'utilise beaucoup plus l'extérieur, les balades, les obstacles, etc. Et entre autres, le fait de creuser. Quand votre chien creuse, en fait, musculairement parlant, ça fait travailler énormément le chien. C'est-à-dire qu'on va travailler tout l'avant-main parce que il y a le fait de creuser, mais tout l'arrière travaille aussi parce que c'est ce qui cale le chien. En fait, quand on regarde faire, il est vraiment posé sur ses postérieurs. Les postérieurs tiennent le chien et l'avant gratte, etc. Donc pour la musculature de l'épaule, des épaules, etc., c'est quelque chose de très bon. Donc moi, en ce moment, accessoirement, c'est vraiment quelque chose que je le laisse faire et je prends le temps d'attendre qu'il ait fini de faire son trou jusqu'au bout, en fait. Voilà. Et je pense que ouais, c'est un vrai plaisir pour nos chiens quand même. Donc pour moi, c'est essentiel. Alors, hop. Pourquoi il mange de l'herbe et après il se fait vomir? Il se purge, en fait. Tous les chiens mangent de l'herbe et en fait, c'est une manière de se purger. Donc effectivement, ils mangent et derrière, ils vomissent. Donc ça, c'est pareil, c'est normal, hein. Bonjour Fabienne, merci et bravo pour ce live. Elle n'adore rien. Pago, mon berger australien, m'attaque toujours et de plus en plus les pieds. Je pense qu'à la fin du confinement, je n'aurai plus de pieds. Comment dois-je réagir? Merci. Ah ouais, alors là c'est embêtant, parce que les pieds ça sert quand même. Alors, concernant Pago, donc Pago c'est un berger australien qui a beaucoup de mal, on s'est vu une fois, hein, pour l'instant. C'est un berger australien qui a beaucoup de mal avec les autocontrôles. Il est beaucoup dans l'excitation et il a été très sollicité. On est d'accord, hein, Madame Lofredo, vous m'arrêtez, mais voilà, il a été très sollicité sur des jeux de lancer à répétition. Les jouets sont toujours accessibles, etc. Ce qui fait que c'est un chien qui a été sursollicité aussi, donc il avait déjà son tempérament comme ça. Et puis il y a des choses qui ont favorisé en fait cette excitation. Et du coup, alors. Je fais aussi une petite... alors, attendez. Je fais aussi une petite parenthèse par rapport au jeu de lancer, parce qu'on en entend beaucoup parler, il y a beaucoup de choses qui sont dites, etc. Je vous donne mon point de vue par rapport à tout ce que tout ce que je peux voir et tout ce que je peux entendre et tout ce que je peux lire et tout ce que je peux constater. Les jeux de lancer, surtout chez les bergers, on est d'accord, hein, chez les chiens bergers, ça va être quelque chose qui peut devenir très vite hyper addictif parce que ça fait appel au patron moteur de la prédation. Pour être bon dans la prédation, le chien il doit mettre un coup d'accélérateur très rapide pour choper ses proies et ça marche parce qu'il y a un shoot d'adrénaline en fait au départ. Plus le chien va faire ça, plus l'adrénaline va se transformer en cortisol et on sait que c'est une hormone qui est hyper longue à s'évacuer du corps en fait. Donc si vous voulez, si vous exagérez dans vos jeux de lancer, donc moi je suis pas pour ne plus en faire du tout, d'accord, mais c'est pour en faire de manière raisonnable et raisonnée. Et donc l'idée c'est que si vous voulez votre niveau d'énergie de votre chien à la base il est là, plus vous allez faire des jeux de lancer à répétition, hein, on est d'accord, plus le niveau d'énergie de votre chien il va être là mais constamment en fait, constamment. Et avec Pago, on est bien d'accord, hein, vous m'arrêtez si je me trompe, mais on est bien d'accord que ça fait partie du problème. Son niveau d'énergie était trop haut. Donc il va vous falloir du temps maintenant pour arriver à changer, à transformer les habitudes, à changer son comportement, etc. Et la cortisol, il faut savoir que c'est au moins 40 jours pour qu'elle s'évacue du corps. Donc concernant Pago, même si vous avez changé un petit peu vos habitudes, c'est normal que pour l'instant vous ne voyez pas de changement, voire des fois ça peut être un petit peu pire au début. Pour le coup là c'est normal, je vous dirais que c'est vraiment c'est normal, donc ça ne résout pas votre problème par rapport à vos pieds. Il le fait toujours que sur vous. Je pense que ce qui serait intéressant c'est que je crois que vous m'aviez dit qu'il le faisait que sur vous, pas sur votre mari, et je ne sais plus s'il le fait sur votre fille. Si vous pouvez juste me préciser ça. Ce que vous pouvez faire, c'est peut-être déjà vous calquer sur le comportement qu'ont les autres membres de votre famille si ce comportement ne se manifeste que sur vous et que les autres personnes ont réussi à se débarrasser de ce comportement, ça peut être intéressant déjà simplement de se calquer sur leur comportement. Ça, c'est une première chose.
Ensuite, encore une fois, c'est l'anticipation qui fera que vous arriverez à vous sortir de ce problème. C'est-à-dire que maintenant, je pense que vous connaissez très bien votre chien. Euh, hop, oui, uniquement sur vous, voilà. Donc, vous connaissez très bien votre chien et vous savez à quel moment il va attaquer à vous, enfin, à quel moment il va vous attaquer les pieds, en fait. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à réagir avant qu'il soit sur votre pied, avant qu'il commence à s'élancer sur votre pied, en fait. Donc là, c'est soit vous créez une diversion, soit vous stoppez votre chien en lui manifestant vraiment votre désaccord avec le comportement qu'il est prêt à produire, soit voilà, vous faites une diversion et vous l'amenez à faire autre chose. On est d'accord que Pago aussi, il est dans l'excès de demande d'attention aussi. Donc tout ça, en fait, c'est à travailler. Et là, c'est vrai que je ne peux pas vous donner toutes les solutions d'un coup parce que Pago, il est à travailler sur plein de petites choses différentes et entre autres, énormément sur ses autocontrôles et sa maîtrise de soi. Et là, c'est vrai que c'est pas de chance parce qu'on allait attaquer ce travail-là et puis on l'a pas fait. Euh, J'essaye de m'adapter le plus possible à cette situation et je fais ce live justement pour des personnes par exemple comme vous, hein, Madame Lofredo et toutes les personnes qui sont présentes pour essayer justement de pallier à cette absence au moment où on devait commencer des choses ensemble. Euh, je réfléchis, si vous avez des idées, est-ce que, voilà, moi j'essaye de réfléchir, est-ce qu'on pourrait se faire nos séances individuelles en visioconférence de cette manière-là. Ça peut être une idée et je pourrais justement être plus précise dans mes réponses enfin, individuelles à chacun. Donc si des gens parmi vous sont intéressés pour qu'on fasse nos séances prévues ben, en visioconférence de cette manière-là, si vous voulez, moi je suis tout à fait ok avec ça. On peut tout à fait travailler si vous avez quelqu'un qui peut vous filmer pendant que vous faites travailler le chien. Moi je vous corrige, je peux vous montrer l'exercice avec mes chiens. Enfin voilà, donc je pense que ça peut être un très bon moyen. J'ai déjà fait du coaching comme ça en ligne, ça fonctionne bien. Donc si les personnes, même des personnes avec qui je ne travaille pas actuellement, mais qui auraient des questions plus précises et qui souhaiteraient une séance en individuel, je pense qu'on peut, voilà, je suis en train de regarder les supports qui sont possibles, mais on peut tout à fait le faire de cette manière-là. Donc Madame Pago, si, Madame, pardon, Pago, Madame Lofredo, pardon, si pour vous ça vous paraît nécessaire actuellement qu'on ait une discussion un petit peu plus précise sur vos problèmes, je pense que ça serait intéressant de mettre ça en place. Et à ce moment-là, je vous invite à me recontacter par mail ou par SMS et puis je vous rappelle. Voilà. Ok. Toc, toc, toc. Véronique, je reviens sur l'herbe. Jaya mange de l'herbe aussi, mais presque tout le temps quand on se promène, mais elle ne vomit pas. Quelle en est la raison? Alors, après, je suis pas vétérinaire, hein. Moi, je suis juste éducatrice et un peu comportementaliste. Mais par rapport à ce que je peux savoir de ça, je pense que alors, surtout quand on arrive à cette période, hein, c'est vrai que ben, les chiens ont été un petit peu sevrés d'herbage, d'herbe tout l'hiver. Euh, Il y a beaucoup de chiens. Les miens, surtout ma petite chienne, la première, qui vont effectivement toujours passer un moment de la balade à manger de l'herbe. Moi, j'ai jamais vu d'effet néfaste à ça. Je pense que c'est vraiment une manière de se purger. Il faut savoir que, alors pour certains chiens qui sont aux croquettes, je pense que justement c'est aussi l'occasion de manger autre chose, de manger, d'avoir un apport différent et puis de se nourrir différemment. Je pense que ça leur fait du bien, vraiment, parce que si, enfin, les chiens sont suffisamment fins à ce niveau-là pour savoir ce dont ils ont besoin et ce qui leur fait du bien. Alors, malgré tout, j'ai entendu un jour une cliente qui m'a dit que son veto lui avait dit que c'était pas une bonne chose. Et donc j'ai demandé à cette cliente qu'elle demande à sa veto pourquoi elle disait ça en fait, et j'ai pas eu de retour vraiment précis sur le fait que ça pouvait ne pas être bon pour le chien. Donc encore une fois, je suis pas vétérinaire, donc je veux pas vous donner des informations qui seraient pas correctes, qui seraient pas justes. Mais on va dire que sur l'expérience, sur le retour aussi, encore une fois, client, sur le nombre de chiens que j'ai vus, et sachant qu'ils sont tous, enfin qu'il y en a beaucoup qui ont cette tendance à manger beaucoup d'herbes pendant leur balade, j'ai jamais vu d'effet secondaire négatif, quoi. Donc après, le pourquoi, c'est vraiment à la base, c'est pour se purger, et je pense que c'est quelque chose dont ils ont besoin, quoi. Ok, super, merci beaucoup. Pas de souci. Ok, et eh bien écoutez, ce que je vous propose, si vous n'avez pas d'autres questions, c'est qu'on en reste là pour aujourd'hui. Si ce format de live vous a convenu, je vous invite aussi à me le faire savoir ben, par
tous les biais, hein, SMS, mail, etc. Ce que vous souhaitez. Et si vous souhaitez qu'on en refasse une prochaine fois dans les jours à venir, ça peut être un par semaine, ou je ne sais pas à quelle fréquence, n'hésitez pas aussi à m'en faire part. Encore une fois, je suis comme vous, je tâtonne dans cette période de confinement. Mon but, c'est vraiment de me tenir à votre disposition le plus possible pour vous aider. Donc voilà, si vous avez des solutions que moi j'ai pas, parce que le numérique c'est pas non plus mon domaine de prédilection, donc je fais, j'essaye, je teste. Merci d'ailleurs à vous d'avoir testé avec moi. Et puis si vous avez des idées, n'hésitez pas, surtout faites-moi des retours, je suis vraiment vraiment preneuse. Alors, je vois que du coup il y a plein de petites questions qui sont rajoutées, je regarde et je vous redis. Alors Vincent, depuis le confinement, beaucoup moins de monde passe devant la maison. Du coup, quand quelqu'un passe, maintenant que c'est plus rare, il grogne ou aboie, alors qu'avant il ne le faisait pas forcément, surtout. Que faire? Le divertir. Oui, 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 c'est le sortir de son comportement le plus rapidement possible. C'est normal. En fait, plus le chien, par rapport à la manière dont est positionnée ta maison, donc effectivement, normalement, il y a beaucoup de circulation devant, il y a du passage, la voiture, etc. Euh, ça crée ce qu'on appelle j'ai mangé le nom. Ça va me revenir. En fait, ton chien il est immergé, voilà. Ça crée une immersion et du coup, il ne peut pas prendre en compte tous les stimuli qui lui passent devant le nez, il y en a trop. Là, vu que c'est beaucoup plus rare, que c'est occasionnel et qu'il n'y en a qu'un de temps en temps, c'est normal que le chien il réagisse plus et un peu plus fort que d'habitude. Donc le tout, c'est que justement, il ne prenne pas cette mauvaise habitude et donc ouais, tu le sors immédiatement de son comportement, tu l'amènes à faire autre chose, tu l'amènes à faire un jeu, tu l'amènes à te suivre, tu l'amènes à, voilà, à s'asseoir ou à tu le recules, tu le sors de la situation et tu lui fais faire autre chose derrière. Mais c'est normal qu'il y ait plus de réactions puisqu'effectivement les choses sont plus rares, donc il a plus de facilité à pouvoir les prendre en compte, en fait, en considération. Voilà, tu me dis si c'est ok en réponse. Alors, Alexandre, Obi en mange, jamais eu de problème. Ouais, on est d'accord, hein, au niveau de l'herbe, je pense que moi non plus, j'ai jamais eu aucun souci avec ça. Véronique, merci, bah de rien. Oui, c'était trop bien. Ah bah super. N'hésitez pas à me faire un retour écrit, hein, par contre, s'il vous plaît, parce que, encore une fois, bah, je suis comme les chiens, moi là je suis en pleine immersion, donc j'essaye de prendre toutes les informations de tous les côtés, mais j'ai un petit peu de mal, donc n'hésitez pas à me faire un retour par écrit, par mail, ou par SMS, ou par Messenger, ce que vous voulez, mais faites-moi un retour si vous souhaitez voilà, qu'on en refasse, et d'une manière, enfin voilà, et si vous avez des questions, etc. Fanny, depuis peu, un peu avant le confinement, j'ai plus de... Zaska se réveille tôt et il en profite pour réveiller tout le monde. J'ai essayé de le laisser faire sans réagir, mais il ne se calme pas. Et même, je me lève, il continue à être excité et à vouloir sortir. Est-ce que tu l'as sorti une fois, Fanny? Est-ce que du coup, depuis qu'il fait ça, il est sorti? Est-ce que tu l'as fait sortir ou pas? Valérie, belle initiative et encore merci, bonne journée. Super, à vous aussi, avec plaisir. Marilène, c'est très bien, super. Bonne journée, bonne journée à vous aussi, top. Isabelle, merci pour ce live très intéressant. Génial, super, top. Avec plaisir, Isabelle. Marie-Christine, super live et merci pour... Oula, ça monte, ça va vite là. Pour être parfaite à refaire. Ouh là là. J'irai pas jusque là. Hein. Vincent, merci. Hop. Salut Christophe, c'est la fin. Madame Trimel, merci beaucoup, super à refaire. Oui, il sort 3 fois par jour. Madame Doucet, même en live Facebook, toujours de bons conseils, merci. Philippe, super. Merci à vous. Alors Fanny, je te demandais pas s'il sortait la journée, je te demandais si le matin tôt quand il te réveille, est-ce que tu l'as sorti déjà? Est-ce que du coup, quand il est venu t'embêter, te réveiller, etc., est-ce qu'il a eu l'occasion de sortir à ce moment-là? C'est la dernière question que je vais prendre pour aujourd'hui. Et puis voilà, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des besoins. Hop. Alexandre, au top comme d'habitude. Oh, trop sympa. Merci, merci. Alors, j'attends la réponse de Fanny.
En fait, pourquoi je lui demande si son chien il a eu l'occasion de sortir ou pas quand il est venu la réveiller tôt le matin. Parce qu'en fait, hop, parce qu'en fait, si c'est le cas, et alors pareil, Saska c'est un jeune chien, hein, c'est un jeune loulou euh, qui monte fort aussi en excitation. J'attends 10 ou 20 minutes et après oui, on sort. Ben voilà, t'as ta réponse. À partir du moment où tu pourrais peut-être même attendre 30 minutes, si tu le sors, il a ce qu'il souhaitait à ce moment-là. Alors pourquoi en ce moment il te fait ça c'est depuis. Tu m'as dit, est-ce que c'est depuis le confinement? Attends, je remonte sur ta question. Ah non, un peu avant le confinement. Ok, donc le problème c'est que si à partir du moment où tu l'as sorti une fois et que lui c'est une conséquence en fait qui est ultra positive pour lui et que c'était vraiment quelque chose qu'il attendait de toi à ce moment-là, le problème c'est que du coup, oui, tu es en train d'inscrire le comportement même si tu attends 10, 20, 30 minutes et que tu le sors. Donc c'est vrai que c'est pas facile, ça arrive qu'il y ait des moments comme ça. Pour le réveil, il faut vraiment tenir bon. Je sais pas où il dort ton chien, est-ce qu'il dort dans la chambre ou est-ce qu'il dort ailleurs? S'il dort dans ta chambre, le moment où il vient vous embêter, ça peut être le moment où tu le sors de la chambre, par exemple, et où tu retournes toi dans ta chambre. Donc la conséquence de son comportement, je viens vous réveiller, va plutôt être négative pour lui que positive. Si il dort pas dans la chambre, ça va être ne pas le calculer et tenir bon vraiment jusqu'à ce que le comportement s'éteigne. Mais si à un moment donné, tu lâches et tu sors ton chien, il reviendra sur ce comportement parce que ça vaut la peine. Il dort dans le salon. Ok. Et eh ben, s'il est dans le salon, tu le laisses faire sa vie, tu le laisses brasser. Je sais que c'est pas facile, c'est mieux de dormir tranquillement. C'est compliqué, mais c'est des comportements. Encore une fois, si tu les récompenses, parce que le fait de le sortir, tu le récompenses, ben ton chien il va refaire son comportement à chaque fois. Il gratte à la porte pour nous réveiller. Ouais. Et oui. Et ça, le problème, c'est que ça fonctionne super bien parce que bah, tu veux pas que ton chien abîme ta porte. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves. Alors, petite parade, petite astuce que tu peux faire pour protéger ta porte et pour ne pas réagir, c'est de mettre une plaque en fait à la hauteur de là où il gratte. Le temps qu'il est dans ce problème de comportement. Tu fixes une plaque sur ta porte qui fait que quand ton chien gratte, il va gratter cette plaque et il va pas abîmer ta porte. Donc c'est basique, mais c'est ce qui fait que le comportement je gratte n'aura pas de conséquences. Toi, tu ne seras pas stressé de l'autre côté en train de te dire il va me défoncer la porte, je ne peux pas le laisser. Et du coup, tu tiendras bon et tu réagiras pas. Et ton chien, il pourra gratter et faire l'expérience que de gratter, de brasser à l'extérieur, et ben en fait, ça n'a pas la conséquence voulue, te faire sortir de la chambre en fait. Je te laisse essayer comme ça et puis ben, tu me tiens au courant. Ok, et ben écoutez, je crois que c'est tout bon de mon côté. Je vous remercie vraiment d'avoir été si nombreux. On était plus d'une vingtaine, presque une trentaine hein, à un moment donné. Donc c'est chouette. Ça me fait super plaisir. Je suis vraiment contente d'avoir passé le pas. C'était pas facile pour moi. J'espère que j'étais à peu près claire et que tout ça vous convient. Et puis encore une fois, bah, l'idée c'est d'être là les uns pour les autres. Donc trouvons des moyens. Voilà, je cherche de mon côté et puis je continue à essayer d'être en lien avec vous par tous ces intermédiaires-là. Mais vraiment, encore une fois, je vous demande votre aide sur comment je peux vous aider. Ça serait super que j'ai vos retours. Et ben, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Bon courage pour tout ça et puis à très bientôt.